Comment se déroulent mes journées depuis qu'on m'a replacée sous sonde? Alors, on a commencé par faire passer la première poche pour cette réalimentation le 31 mars dans l'après-midi, comme je vous expliquais dans la fin de ma première vidéo. Il s'agit dans un premier temps de faire passer 430 ml à un faible débit de 40 ml par heure. Sauf que la première soirée a été très compliquée. J'ai été prise de nausées, de haut le cœur, et les douleurs liées à l'endoscopie que j'avais subie n'ont pas arrangé les choses. C'est pourquoi dans ces conditions, les soignants m'ont dit qu'il valait mieux se débrancher. Donc chose que j'ai faite, ce qui fait que je n'ai pas pu finir le volume qui était prescrit à faire passer. Ensuite, c'est le même rituel que d'habitude. Il faut rincer la sonde pour éviter qu'elle ne se bouche. Et là, même une seringue d'eau était très compliquée à supporter. Cette première nuit, c'était difficile de bien dormir car j'avais que des inconforts au ventre et j'en passe de tous les symptômes que je ressentais. Ensuite, juste avant de dormir, j'ai laissé ma pompe à charger toute la nuit. Ce qui est bien, c'est qu'elle a une autonomie qui dure très très longtemps. Le lendemain, l'infirmier est venu me brancher avec la seconde poche. Alors, le rythme auquel je suis branchée a été convenu que ce soit le matin très tôt et que la nutrition passe sur toute la journée. Sauf que, comme vous avez pu le voir, j'ai été branchée la veille en fin d'après-midi, exceptionnellement étant donné qu'il fallait me réalimenter au plus vite. Ce qui fait que là, on a dû enchaîner 2 poches à un temps qui n'était pas assez éloigné. Donc je l'ai ressenti pour mon estomac, ça a été très compliqué. J'ai eu des nausées extrêmes et cette fois des remontées de la nutrition entérale. Donc là j'étais sur le point de vomir. Alors pour éviter d'en arriver à vomir ma sonde et encore de souffrir, j'ai trouvé une petite technique. J'ai pris une seringue et j'ai commencé à essayer d'aspirer le contenu de mon estomac. Alors j'ai pris une seringue de 60 ml et j'en ai aspiré 3 comme ça, ce qui fait qu'au total j'ai aspiré 180 ml. Ça veut dire que c'était de la nutrition qui est en train de stagner depuis hier, car là, ce matin, il y avait à peine 50 ml qui étaient passés. Ce qui fait que j'ai dû stopper la nutrition et faire une pause de quelques heures. J'en ai profité pour faire une douche, car c'est vrai que ça fait plusieurs jours là que j'avais plus la force d'aller me doucher. Étant donné qu'avec la douche, mes pansements s'étaient complètement enlevés et surtout que ça collait partout sur ma peau, j'en ai profité pour mettre les nouveaux pansements. Donc c'est ceux que m'ont ramené les prestataires. Parmi eux, il y a des pansements hydrocolloïdes. Alors ceux-là, je les avais pas à l'époque, j'avais que du Tegaderm à mettre dessus et c'était horrible, ça m'arrachait la peau, j'avais que des boutons. Donc là en fait, il faut mettre le pansement hydrocolloïde sur la peau sous la sonde et par-dessus mettre du Tegaderm pour fixer la sonde et comme ça le Tegaderm n'a pas contact avec la peau et ainsi ça ne l'abîme pas. Alors c'est ce que j'ai fait et franchement ce pansement a l'air super, il est très très doux, il est souple, on sent qu'il y a une grosse différence par rapport au Tegaderm. Mais avant de placer les pansements, bien sûr, il faut nettoyer la peau pour enlever tout ce qui est collant. Je place le pansement hydrocolloïde sur ma peau, alors encore une fois, la matière est parfaite, c'est très très doux, c'est pas collant. Ensuite, il ne me reste plus qu'à prendre un pansement type Tegaderm afin de fixer la sonde. Ensuite, je viens faire la même chose pour le nez, donc j'enlève le pansement, les résidus collants. Et cette fois, le rouleau de pansement placé sur le nez est parfait aussi car il est très souple, comparé à celui que j'avais à l'époque qui était très très épais et collant encore une fois, qui m'arrachait la peau. Là, c'est beaucoup plus agréable car il me l'avait fixé devant et ça tirait énormément, ça faisait très très mal. Une fois que j'ai senti que mes nausées s'étaient calmées et que ça allait mieux au niveau des symptômes et surtout que mon ventre n'était pas ballonné car d'habitude il est gonflé avec l'impression d'exploser, j'en ai profité pour rebrancher ma nutrition entérale, mais cette fois j'ai baissé le débit encore plus. En espérant que cette fois mon estomac va supporter, car quand même le débit est très lent, ça va en goutte à goutte, ça peut lui laisser le temps de digérer, on verra, car je rappelle que la sonde n'a pas bien été placée après l'estomac. Et encore une fois, j'ai passé toute l'après-midi à dormir, n'avoir plus aucune force. Ce qui est positif, c'est que depuis que j'ai la sonde, il n'y a eu aucun vomissement.
Mais après, le problème, moi, c'est que bon, mon cas est assez compliqué. Dès l'instant où ça touche mon estomac, même à ce stade-là où normalement, en goutte à goutte sur toute la journée, je suis pas censée ressentir autant de symptômes, il y a toujours quelque chose qui me fait souffrir. Donc si c'est pas les vomissements, c'est les nausées, sinon c'est les ballonnements. Ou là, comme vous pouvez le voir, c'est la fatigue extrême. Donc en fait, comme il n'y a pas de vomissements et que ça passe vraiment encore une fois en goutte à goutte, ça laisse le temps à mon estomac de digérer et surtout qu'il est aidé avec le pacemaker gastrique. Et ça prend toute mon énergie. Et je sais pas comment vous expliquer ça, mais en plus je le sens à l'intérieur de moi. Et ça, j'en ai parlé au professeur en gastroentérologie, il m'a dit qu'en effet, la digestion pouvait me mettre dans cet état-là. Après, c'est pour ça que c'était mieux sous sonde nasogéjunale, je ressentais rien. Ça me fatiguait absolument pas, j'avais quelquefois des périodes de fatigue et tout, mais pas tous les jours comme ça. Ce soir-là, mon ventre a commencé à être ballonné, j'ai ressenti plein de symptômes, donc j'ai été contrainte une fois de plus à stopper la nutrition plus tôt que prévu et donc ne pas finir les 430 ml. L'infirmier est donc venu comme d'habitude à 9h, mais au lieu de me brancher avec cette dernière poche de 500 ml, il s'est trompé et m'a mis une poche de 1 litre. Il a pensé qu'on était le 4e jour et que donc il fallait passer à 860 ml. Donc il a dû laisser cette poche étant donné qu'elle était ouverte, mais il a conservé le volume qui est de 430 ml. Au final, en fait, ça a juste gaspillé une poche, on va dire. Hormis me brancher, il m'a également pris les constantes, donc la tension et la température. Et conclusion, j'avais de la fièvre. J'avais toujours des douleurs au ventre liées à l'endoscope, ce qui fait que j'ai mis une bouillotte extrêmement brûlante pour essayer de calmer ça. Et en fait, dès que j'ai vu que j'avais un petit moment où tout était supportable, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir sortir avec ma famille, car je pensais que ça allait aller. J'ai vu que dehors il faisait super beau et que ça fait depuis qu'on m'a placé la sonde que j'étais pas sortie, je voulais vraiment prendre l'air. Donc comme d'habitude quand je sors, je mets le matériel dans le sac. Alors la sonde et un masque, ce n'est pas pratique car lorsque je mets la sonde sur mon oreille, mon masque ne tient plus. Et lorsque je mets mon masque sur l'oreille, ma sonde me gêne lorsqu'elle n'est pas accrochée. Compliqué. Une fois qu'on s'est promené, en fait, je commençais à avoir très mal au ventre, je ne pouvais plus tenir debout. Alors on est aussitôt rentré à la maison et là, comme d'habitude, je n'ai fait que dormir. Et regardez, pour une fois, j'ai fait les 430 ml. Je les ai finis. C'est super. Il y a eu des nausées, mais au moins j'ai pas vomi. Après, peut-être que ça commence à s'adapter avec le décalage du premier débit et de la première poche. En espérant que ça finisse enfin par me mettre en forme. Et voilà ce que ça donne 430 ml sur une bouteille de 1 litre. Je vais juste répondre à une question que beaucoup de personnes me posent, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas une sonde qui est directement dans le ventre, ce qui serait beaucoup plus pratique qu'une sonde nasale. C'est tout simplement parce que si on mettrait une sonde dans le ventre, ça voudrait dire qu'en fait ce serait le dernier recours, la dernière solution. Je devrais dépendre que d'une sonde et m'alimenter que comme ça. Ils mettent de l'espoir sur les opérations. J'espère que ma prochaine opération améliore les choses. Déjà la chose positive c'est qu'on me dit pas tiens une sonde, alimente-toi comme ça toute ta vie, puis voilà, il n'y a plus de solution, il n'y a rien à faire. En fait, la dernière chose qui m'est proposée là, c'est une opération pour couper le pylore. Bon. Par contre, ça fait quand même plus de 7 ans et 3 mois exactement, que j'ai des vomissements chroniques qui ne se sont pas arrêtés hormis lorsque j'avais de la nutrition artificielle. Donc là j'ai des vomissements à long terme et tout, et donc à ce stade là normalement je suis censée avoir une nutrition artificielle à long terme, et ce qui serait le plus adapté ça aurait été de mettre une sonde directement dans le ventre depuis le début, parce que comme ils voyaient que mes vomissements ne s'arrêtaient pas, ils auraient dû se dire bon là on va lui mettre une nutrition artificielle pendant longtemps jusqu'à trouver une solution pour qu'elle arrête de vomir. Sauf que moi on m'a toujours dit bah attends ça va finir par passer, alors que ça ne faisait que s'aggraver, et c'est jamais passé. Donc voilà, là ça fait plus de 7 ans et c'est toujours présent. En fait moi j'ai toujours attendu en souffrant avec les vomissements que ça s'arrête. Vomir ce n'est pas rien, vomir ça entraîne à des conséquences, parce que eux ils me laissaient comme ça, et c'est qu'une fois qu'on me voyait et c'est qu'une fois qu'ils voient que je suis
à la limite de la mort, que je finis en réanimation parce que je suis en hypocalémie sévère, des nutris qui me mettent quelque chose en place pour me soulager, donc une nutrition artificielle. Et après, et ensuite, lorsqu'ils voient que ça m'a remise en forme, que ça m'a refait prendre du poids et tout, ils me l'enlèvent et ils me disent, essaie ces traitements pour plus que tu vomis. Ou alors par exemple là j'ai mon pacemaker, on me dit essaie avec ton pacemaker et puis voilà. Je fais avec tout ce qu'ils me disent, je fais confiance, je tente tout, mais lorsque je vois que là c'est pas possible, il y a trop de vomissements, ça ne s'arrête pas, je contacte avant d'en arriver à un état grave. Par exemple là récemment c'est ce qui s'est passé, j'étais en train de, comme vous voyez, j'ai perdu beaucoup de poids, puis après là mon potassium il se remettait à baisser, donc en fait j'étais petit à petit en train de retourner à un état critique. Et ça justement, ça je l'ai vécu tellement de fois que je voulais pas retourner à ce stade là, c'est quelque chose qui est évitable. Et justement le fait que ça m'est arrivé tellement de fois, ça devrait servir de leçon aux médecins pour qu'ils ne fassent plus la même erreur de me laisser jusqu'à ce que les vomissements finissent par limite me tuer. Mais ça, malgré que ce soit dans mon dossier médical qu'ils ont conscience à quel point je vomis, ils me laissent toujours, j'arrive presque à un état grave. C'est pour ça que je voulais en revenir du fait que même si là j'ai enfin les soins appropriés depuis 2019, ma prise en charge est beaucoup trop lente. Par exemple, là ils ont vu que j'allais mal, le professeur en gastroentérologie quand même, il voyait à quel point je vomissais énormément, que je perdais du poids et tout, mais quand même il m'a dit d'attendre d'ici ma prochaine opération. Et il a fait la même erreur avant que j'ai mon pacemaker gastrique. Il voyait que je perdais beaucoup de poids, j'étais faible, en plus à cette époque-là j'étais en hypokaliémie chronique. Il me disait juste attendre d'ici la date du pacemaker, d'attendre d'ici que j'ai une date pour le pacemaker, jusqu'à ce que je finisse par être envoyée aux urgences. J'étais à la limite de faire un arrêt cardiaque. Et là ils se sont enfin rendu compte en fait qu'il fallait pas me laisser comme ça. Mon corps a failli lâcher avant même qu'on me propose une date pour l'opération. Et ça aurait dû lui servir de leçon pour pas refaire la même erreur. Et là en fait il a fait exactement la même chose et on a un peu retourné à la case départ. Alors si j'aurais pas appelé la gastroentérologie là, et moi j'aurais pu continuer à rester à la maison, souffrir jusqu'à peut-être que là j'aurais lâché quoi. Ce matin-là, il a été décidé que cette fois, on passe sur une poche entière de 500 ml avant de passer à la 860 ml, étant donné que c'est la dernière petite qu'il nous reste. Donc là, on reste sur un débit de 35 ml par heure et on verra ce que ça donne encore une fois. D'habitude, je conserve toujours le matériel médical dans leur carton d'origine, manque de place, mais cette fois on a réussi à faire une petite place dans ces tiroirs. Alors c'est pourquoi j'ai rangé ici les tubulures, le carnet et ici le kit de soins. Comme ça ce sera beaucoup plus facile d'accès pour l'infirmier et pour moi aussi d'ailleurs. Cette journée a également été très compliquée, je me sentais extrêmement faible, encore une fois j'ai fait que dormir et surtout j'avais toujours de la fièvre, une sensation constante de froid, j'avais des frissons dans le dos même s'il ne faisait pas froid et j'avais toujours mal à la gorge à cause de l'irritation due à l'endoscope, plus la sonde qui est très grosse, ça n'arrange pas les choses. J'ai à nouveau dû stopper la nutrition plus tôt que prévu. Mon estomac ne supportait plus, j'avais tout mon système digestif qui me brûlait, l'impression d'être en feu, que des remontées acides. Et donc pour essayer de calmer mes symptômes, j'ai à nouveau dû aspirer du contenu de mon estomac. C'était ça ou vomir ma sonde. Alors cette fois j'ai essayé de faire le moins possible, donc j'ai retiré une seringue de 60 ml, pas plus. Car le but quand même c'est pas à chaque fois que je vide mon estomac. J'ai regardé un peu la télé pour me changer les idées, puis je suis tout de suite partie redormir, j'en pouvais plus. Cette fois, on passe sur du 860 ml, donc je suis partie pour être branchée jour et nuit, et l'infirmier a décidé qu'on reste sur un débit de 30 ml par heure. Et il m'a dit que franchement, pour lui, ça l'étonnerait que je finisse cette poche, car c'est beaucoup trop pour mon estomac. C'est pourquoi il m'a dit que dès que je sens que ça va pas du tout, je stoppe tout de suite. C'est rien si je fais passer vraiment très peu, car il faut vraiment pas forcer. Encore une fois, pour eux, c'est à moi de gérer un peu quand ça va pas, je stoppe et puis voilà. Par contre aujourd'hui, je n'ai plus de fièvre mais je ressens toujours beaucoup de symptômes. J'enchaîne les tensions élevées. Bref, il m'a dit qu'on attendait un peu de voir si j'allais me rétablir et si c'est pas le cas, il verrait pour que je fasse une prise de sang afin de vérifier si l'endoscopie ne m'avait pas provoqué une infection et mettre des antibiotiques en place. Il est actuellement 18h passées, je suis branchée depuis 9h du matin et je n'ai pas de symptômes. J'ai pas envie de crier victoire trop vite. Toute la semaine, je me sentais super mal. En fait, pour vous expliquer un peu, le matin, je me réveille avec des douleurs, des inconforts au ventre, je me sens déjà mal. Puis on branche, puis ça va mal sur toute la journée. Je fais que dormir. Puis en fin d'après-midi, lorsque je me réveille,
j'ai tout le temps des symptômes et tout, donc je suis obligée de arrêter la nutrition. Et c'est que quelques heures après avoir arrêté la nutrition que enfin c'est supportable. Et puis après la nuit je suis à nouveau fatiguée, je dors, et puis le matin là encore il y a des douleurs et tout, et puis ça a enchaîné comme ça toute la semaine, j'allais super mal. À peine ce matin je me sentais mal, j'avais des frissons partout, et mon estomac j'avais l'impression qu'il y avait un couteau dedans. Et là je me sens bien pourvu que ça dure. Là on est à 30 millilitres par heure. Ce qui est vraiment très peu, et c'est ce qui est super supportable. L'inconvénient c'est que là je suis branchée en continu. Ça soulage mon corps parce que là j'ai pas eu de vomissement. Donc je pense que là on va rester sur du 30 millilitres par heure. Par contre là je vais encore revenir sur une question que beaucoup de personnes me posent. C'est comment est-ce que je m'hydrate? Alors on m'a dit que je pouvais faire passer de l'eau avec la seringue. Mais je préfère pas parce que ça remplit trop vite mon estomac et donc ça me provoque des symptômes, et c'est pas ce qui est adapté. Pour répondre à cette question, juste revenir sur un petit flashback. À l'époque, la première fois que j'étais alimentée par sonde, j'avais des poches comme ça en continu, j'étais branchée 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. J'avais plus du tout le droit de m'alimenter par la bouche, j'avais rien le droit de manger ou de boire, même pas une goutte d'eau, je n'avais pas le droit. Comme cette situation c'était la première fois, mes parents et moi on était en mode attendez, j'ai même pas le droit de boire de l'eau, comment je vais faire pour m'hydrater et tout. Bon, même s'il y avait des vomissements avec l'eau, les médecins ils m'ont dit qu'en fait avec cette poche ça hydrate. Ne pas boire de l'eau c'est pas grave parce que là c'est suffisant de te alimenter 24 heures sur 24 qu'avec ça. Donc en gros même si je bois pas de l'eau c'est pas dramatique parce que ça m'hydrate. Je précise juste que là je suis pas du tout alimentée par la bouche, j'ai que la nutrition qui passe et franchement ça me repose. Alors par contre je mâche et je crache pour éviter de... Sauf qu'en fait c'est pas très bon de faire ça parce que j'absorbe un peu de l'huile et tout. Néanmoins ça permet d'avoir du goût dans la bouche et voilà. Je me rends compte que là depuis toute la journée il y a que ça qui est passé. Mais vu que mon estomac est abusivement lent à digérer, au moins, là, on est à son rythme, ça digère comme il veut. Je vais enlever ça, ça gêne énormément. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui dure depuis plusieurs mois. Dans mon ventre, je ressens toujours une gêne de ce côté-là. Donc, mon pacemaker est ici, mon estomac est là. Donc là, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est toujours comme si j'avais un point de côté ici. Et ça dure toute la journée. Enfin, principalement quand il y a la nutrition, ça s'est pas arrêté. Mais sinon, quand je mange, c'est tout le temps là. Elle est pas handicapante. Voilà, je peux faire avec. Mais c'est assez gênant. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi, en fait. Je me demande si des fois, ça bloque pas un peu au niveau des, je sais pas, des intestins. Pour cette 5e poche, le maximum qu'a pu supporter mon estomac est de 650 millilitres car j'ai été réveillée à 7 h du matin par des remontées acides. Mais 2 heures après, l'infirmier est venu me rebrancher, donc pour cette semaine, c'est son collègue qui vient. Et il n'a même pas regardé le protocole de soins, il s'est trompé, il m'a mis une poche de Sondalis Énergie, donc normalement celle-là on la commence demain. J'ai dû lui faire la remarque et puis il allait l'acheter et je lui ai précisé que ça pouvait se conserver au frais si c'est consommé dans les 24 heures qui suivent l'ouverture. Alors il l'a gardé. Il n'avait pas suivi le protocole de soins, c'était encore une fois à moi de tout montrer. C'est pour ça que je préfère largement faire les choses toute seule et être autonome. Là, il est actuellement 16h20 et il n'y a que 200 millilitres qui est passé. La poche est encore ultra pleine et on n'est pas prêt de finir. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo où là, il y a beaucoup de vent dehors. Vidéo pour vous montrer un peu comment se déroule cette première semaine avec le retour de la sonde. Bon, pour conclure avec ça, comme je rappelle que ma sonde n'est pas au jéjunum mais dans l'estomac, ça a été, comme vous pouvez le voir, très compliqué. J'avais constamment des symptômes et tout, mais au final on a trouvé un débit qui est plutôt supportable. On a encore beaucoup qui comprennent pas trop comment se passe la nutrition, donc en fait quand je dis 30 millilitres par heure, ça veut pas dire que ça va poser ça d'un coup, ça va poser vraiment une goutte de façon à ce que au final au bout d'une heure ça donne ça. Bon, au début le débit était assez fort pour moi, ce qui fait que j'avais dû aspirer avec la seringue à 2 reprises, donc là j'ai pas eu besoin de refaire ça et j'aurais plus besoin de refaire ça d'ailleurs, puisque là ça commence, enfin là c'est supportable. Je suis assez fatiguée mais pas la fatigue au point où j'arrive plus à tenir debout. Et bon, après je vous avais dit que je faisais de la fièvre et qu'on allait essayer de voir s'il y a besoin de faire une prise de sang afin de vérifier s'il n'y a pas eu d'infection. Là j'ai plus de fièvre déjà et j'ai plus mal, donc j'ai plus les douleurs de l'endoscope, j'ai juste la sonde qui me fait mal au bout de la gorge. On verra après si on continuera de baisser le débit, je sais pas. En tout cas demain on passe sur les poches énergie.